Bonjour, Gemara Rosh Hashanah, page 12b, on va bientôt démarrer du 13a. Donc on va reprendre quand même ce qu'on a dit la dernière fois en rapide, sans les commentaires. On a expliqué 2-3 choses, et on va maintenant directement passer à notre Gemara. Donc je répète la Braïta, et on va discuter de cette dernière Braïta qu'on avait abordée dans la vidéo précédente. Donc nous avons appris dans une Mishnah là-bas, à propos de quoi? À propos des légumes, donc. Le fenugrec est soumis à la dîme dès qu'il bourgeonne. La récolte et les olives, donc la récolte c'est le blé et les olives, la récolte c'est le blé et les raisins, et les olives sont soumises à la dîme dès qu'elles atteignent le tiers de leur maturité. Alors la Gemara pose la question. Maï mishetimtsach. Qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle dit Mishet Timtsar? Lorsqu'elle bourgeonne, il y a écrit en traduction, mais Timtsar, ça pourrait être compris quand elle pousse. Voilà, et effectivement, toutes les plantes poussent. Et comme toutes les plantes poussent, on comprend mieux la question de la Gemara. Parce que, et la réponse est très simple, regardez la réponse. Mishet Timtsar, l'Izraïm, quand ces graines bourgeonnent. C'est-à-dire quand ces graines ont poussé, quoi, tout simplement. Et qu'elles ont. Quand la graine est sortie de son. La plante a poussé, quoi, de sa graine, quoi, elle est sortie de sa graine. Alors, il y a écrit ici. Alors, regardez, comme quoi. C'est pas tout à fait ça du tout, c'est mal traduit et c'est pas du tout machin, parce que le commentaire explique mieux, mais du coup quand j'ai vu les 2 premiers mots là-bas du commentaire, j'ai tout de suite compris la traduction un peu mieux. Mishetimtsach l'Israïm, c'est lorsqu'elle pousse jusqu'à, on pourrait dire l'Israïm, c'est jusqu'à ce que tu obtiennes des graines. Donc quand ces graines bourgeonnent, effectivement, mais rien à faire bourgeon pour moi, c'est la petite fleur qui se transforme en fruit. Bon, lorsqu'elle va pousser, donc quand je vais avoir une plante, imaginez un plant de tomate, si vous avez déjà vu un plant de tomate, ça pousse comme n'importe quelle petite plante, et puis soudain, à un moment donné, vous avez les tomates qui apparaissent. Bon, c'est un petit peu ça l'idée. Mais comme on ne parle pas de tomates, mais qu'on parle de légumineuses, alors on peut parler ici, par exemple, des haricots, où c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une espèce de fil qui sort, et à l'intérieur, vous avez les petites graines qui sont déjà là. À partir du moment où il y a des graines, on considère que ça s'appelle bourgeonner dans le texte de la Torah. Donc quand elle dit, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle pousse, parce qu'en réalité, lorsqu'elle a poussé, c'est ça la vraie traduction, et pas quand elle a bourgeonné, mais ici, ça veut dire en fait quand elle pousse jusqu'à ce que tu obtiennes des graines. Ok? Alors, le commentaire nous dit quoi? En fait, c'est-à-dire quand il forme ses graines, voilà, c'est Rashi qui nous a expliqué ça. Toutefois, plusieurs Rishonim, y compris le Tosfot et le Rambam, s'inspirent de Yerushalmi, donc de la Gemara de Yerushalmi, non pas des Babli, pour expliquer que notre Gemara signifie ceci. Quand ces graines sont suffisamment mûres pour pousser d'elles-mêmes si on les plantait. Ça veut dire que c'est pas simplement qu'on voit apparaître une petite graine ici ou là, ces petites graines ne sont pas viables. Non, c'est quand une graine est capable à son tour de donner naissance à une plante. Qui plus est, ils identifient ce seuil avec celui où le fenugrec parvient au tiers de sa maturité, car alors les graines sont suffisamment développées pour s'enraciner, pousser dans la terre. Donc en fait, cette plante, le fenugrec, que je ne suis pas allé chercher sur internet ce que c'est que le fenugrec. Le fenugrec, alors écoutez, fenugrec, je vais le taper tout de suite, fenugrec, hop, et je vais vous dire c'est quel genre de plante. Mais c'est... Non, c'est ça le fenugrec. Ah, mais ça s'appelle les... il a un autre nom, ce fenugrec. C'est... D'ailleurs, je crois que c'est la plante... Ah non, je ne connais pas. Non, je pensais que ça ressemblait à des... je ne me rappelle plus le nom. Pourtant, ça ressemble un peu quand même. Bon, ça, vous tapez sur internet, vous allez voir, c'est graines de fenugrec en grains. Il y a de tout. Il y a de la tisane, on fait apparemment beaucoup de choses. Mais il n'y a pas écrit ce que c'est exactement, quel genre exactement de légumineuse.
c'est une sorte de haricot. Ça ressemble à, vous savez, les haricots carrés, là, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, ces carrés, ces petits haricots qui, il me semble que ça ressemble vous savez, le légume dont on parle dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais bon. Oh là, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, il se marie très bien avec des lentilles, à utiliser dans un ragoût, pour ceux que ça intéresse. Bref, regardez, bon, c'est un fruit à part entière. Apparemment, la Torah en parle. Bon. Alors reprenons. Donc, cette graine, hein, c'est une légumineuse, donc c'est une sorte de haricot, hein, concrètement. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, elle se développe en fait jusqu'à ce qu'elle parvienne à une certaine maturité. C'est au tiers de sa maturité. Donc, c'est à partir de ce fruit, apparemment, que toute l'idée comment dire, de donner une limite, de seuil limite à l'idée du tiers de la maturité, vient de cette plante. Bon, alors on continue. La Gemara répond. Donc, quand les graines bourgeonnent, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est-à-dire quand elles sont capables elles-mêmes de pouvoir être replantées pour donner des fruits. Alors, Atevuav et Azetim, Mishayavi ou Shelish. La récolte et les olives sont soumises à la dîme dès qu'elles atteignent le tiers. Alors, la Gemara pose la question, d'où dans l'écriture cela est-il déduit? D'où est-ce que tu apprends ça? Minahana Mile. D'où ça sort ça? Ravasi, Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan, ou Matuba Misheme de Rabbi Yossi Hagelili. Et certains, alors Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, et certains disent que cela a été dit au nom de Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi José le Galiléen. Vedi les malo, Ayel, Kelal. Ah, pardon, je me disais aussi. Alors, je me suis trompé, j'ai tourné la page au mauvais moment, je recommence. Amar Kera, donc qu'est-ce qu'il a dit? Le verset a dit Miket Sheva Shanim Be'omer Shenat Hashimita Bechag HaSukkot. Il y a écrit au bout de 7 ans, au temps désigné de l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot. Donc c'est le verset de la Torah qui se trouve au Deutéronome au chapitre 31, le verset 10. D'accord? Alors, donc, où est-ce que c'est dit qu'il faut attendre un tiers? Alors, nous dit un commentaire, juste avant d'aller plus loin, que, en fait, la Gemara, ici, la question de la Gemara, c'était de savoir finalement d'où c'est déduit, en tout cas pour la récolte. C'est-à-dire, en tout cas pour la Gemara de la question concerne, en fait, le cas des céréales, des raisins, des olives, dont la dîme est une loi biblique. Donc, la Gemara, en fait, veut chercher la source biblique. Ah, ok, d'accord. On est en train de chercher une source de la Torah pour savoir que c'est bien le tiers de la maturité qui décide de l'année de récolte et laquelle on va les affecter. Donc, comme c'est d'ordre rabbinique pour tout le reste, c'est d'autres critères. Mais là, on cherche en fait la source biblique de savoir pourquoi c'est précisément ceux-là qui sont bibliques et pourquoi ceux-là même, il faut attendre un tiers puisque la source est biblique. Donc, c'est véritablement dans la Torah qu'on va apprendre, qu'on va tirer la conclusion qu'il faut attendre le tiers. Donc, on a donné ce verset, au bout de 7 ans, au temps désigné de l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot. C'est écrit comme ça. D'accord? Shenat HaShemitah, Mai Avidite Bechag Sukkot. Or, qu'est-ce que c'est que l'année de Shemitah vient faire avec la fête de Sukkot? Donc, pourquoi est-ce qu'on a mêlé le concept de l'année de Shemitah avec l'idée de la fête de Sukkot ici, qui est au bout de 7 ans? La fête de Sukkot n'a rien à voir avec la Shemitah au départ. Shminit, pourtant en ce moment, c'est la 8e année du cycle. Parce que quand tu dépasses Rosh Hashanah, normalement tu as fini ton année. Hein? Pourquoi la fête de Sukkot qui a lieu après la 7e année est-elle encore appelée une année de Shemitah? Alors que quand Rosh Hashanah arrive, la 8e année, c'est bien, je l'ai trouvé seul celui-là, quasiment dit pareil que ce que disait le commentaire. Alors, donc effectivement, on est déjà dans la 8e année. Quand Sukkot est arrivé, on a fini l'année de Shemitah. D'ailleurs, c'est écrit, regardez, au bout de 7 ans, donc j'ai fini les 7 ans. Quand j'ai fini les 7 ans, à la 7e année, à Rosh Hashanah. Et il te dit, au temps désigné de l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot. Mais ma fête de Sukkot, on vient de dépasser les 7 années, on est déjà après la Shemitah, tout simplement. Donc on est censé être à la 8e année, nous dit la Gemara. En fait, c'est pour te dire quoi?
Et là, l'omar lecha. Kol tevua shehevia shelish bashevi'it lifne Rosh Hashanah. Que toute récolte qui est parvenue au tiers de sa maturité au cours de la 7e année, avant Rosh Hashanah, atanoheg bo minhag shevi'it beshmini. Ça veut dire que tu dois la traiter comme si c'est une récolte de la Shemitah, de la récolte shabbatique durant la 8e année. Ça veut dire que tu es rentré dans la 8e année, nous dit la Torah, et c'est vrai que quand tu arrives à Sukkot, tu es dans la 8e année, mais la récolte qui a été faite, elle date d'avant Rosh Hashanah. Eh bien, cette récolte est considérée comme celle de la 7e année, et non pas la 8e année. Quand tu vas la cueillir après, c'est en réalité une récolte considérée comme celle de la 8e année. Alors pourquoi elle est considérée comme la 8e année? Parce que avant Rosh Hashanah, elle avait poussé suffisamment pour arriver à sa maturité, qui est donc une maturité qui est rentrée dans la 8e année, et malgré le fait qu'elle soit rentrée dans la 8e année, comme les fruits, en tout cas ceux dont on parle, étaient déjà, un fruit ou légumes ou céréales, avaient déjà atteint la maturité, eh bien, on doit les considérer comme étant matures. Alors, évidemment, je pense qu'il va y avoir une objection. Elles doivent être considérées comme étant de l'année de la Shemitah, bien qu'on soit dans la 8e année à Sukkot. Alors, évidemment, il va y avoir une question qui va arriver tout de suite, parce que où est-ce que c'est écrit le tiers ici? On aurait pu les cueillir. Je veux dire, une plante, elle pousse, mais je veux dire, entre Rosh Hashanah et Sukkot, il y a quoi? Il y a 2 semaines à tout casser. Tu vas pas me dire que la plante est arrivée à son tiers quand il ne reste que 2 semaines au moment où tu vas faire la récolte. Donc, on est déjà presque à 4/5 peut-être même de la récolte. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, la Torah indique, un petit commentaire juste à ce moment-là, il nous dit, la Torah indique ainsi que la moisson de la 8e année reste parfois liée aux restrictions relatives aux produits agricoles de l'année shabbatique, dans la mesure où elle atteint le tiers de sa maturité au cours de la 7e année, en sorte qu'elle est affectée à la 7e année, l'année shabbatique. La Gemara va maintenant chercher la preuve qu'il s'agit nécessairement de récoltes parvenues au tiers de leur maturité durant la 7e année. Alors, ça c'est Rachid qui le dit. Alors évidemment, on a un problème, moi personnellement j'ai un problème parce que, comme je viens de le dire, 2 semaines pour que ça pousse, on aurait très bien pu être au 4/5 de la maturité, voire au 8/10 de la maturité ici. On n'a que 2 semaines qui nous restent pour faire pousser la plante, pour arriver à Sukkot. Donc pourquoi particulièrement un tiers? Alors je ne sais pas si c'est sur ça que va poser la question, alors on va voir. Alors, en tout cas, il y a une objection, peut-être différente, peut-être la même, on va voir tout de suite. Amar, les Rabbi Zera, les Rav Assi. Rabbi Zera a dit à Rav Assi. Alors peut-être c'est de là que j'ai eu l'idée, puisque je m'étais trompé tout à l'heure, je vais commencer ici. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit notre Rav Assi, pardon, le Rabbi Zera à Rav Assi qui a affirmé tout cela. Et peut-être c'était Rabbi Yossé à Galilée. Mais peut-être que le verset traite d'une récolte qui n'a pas du tout mûri avant Rosh Hashanah. Ah, alors lui il dit autre chose, peut-être que tu parles d'une récolte qui n'a même pas mûri. Moi je vous donnais l'exemple où on avait déjà atteint, si ça se trouve, les 8/10 de la maturité. Lui il pose la question à l'envers, c'est-à-dire, mais peut-être que tu es en train de parler d'une récolte qui n'avait même pas atteint le tiers. Ça avait été planté, mais ça n'a même pas atteint le tiers. Alors, et le miséricordieux dit que la nouvelle année doit être traitée en Shemitah jusqu'à la fête de Sukkot. Donc, on aurait, alors, Vedi le malo Ayel Kelal, Veka Amar, Rachamana Teshamet, Vetizil Ad Chagasukot. Je viens de le dire en araméen, parce que comme ça on travaille aussi l'araméen, mais peut-être donc que cette récolte n'a pas du tout mûri, et donc Dieu a dit que ça doit être traité en Shemitah jusqu'à la fête de Sukkot. Alors, qu'est-ce que veut nous dire là? Alors, regardez ce que dit M. Hartzkroll, au nom des commentateurs, c'est-à-dire Rashi et d'autres. La Torah ne parle peut-être pas du statut d'une récolte qui a commencé à mûrir au cours de l'année de la Shemitah, elle affirme simplement que les interdits de l'ensemencement et du labour en vigueur dans l'ordre de la Shemitah se prolongent jusqu'à la fête de Sukkot à la 8e année, de la 8e année. Donc ça veut dire que tout ce qui aura été ensemencé même pendant la Shemitah, tous les interdits se prolongent jusqu'à Sukkot, tout simplement. C'est-à-dire que ici, ce n'est même plus la question de savoir si on a planté ou pas, mais que, ce qui paraît logique entre nous, puisque théoriquement, tu ne peux pas planter des choses pendant la Shemitah. Si tu ne peux pas planter des choses pendant la Shemitah, tu ne peux pas me dire que quand tu l'as planté, on a déjà atteint, je sais pas, même pas le tiers. Ça voudrait dire que tu l'as planté au milieu de l'année de la Shemitah, tu vois. C'est bizarre. Donc,
quand il dit cette question-là, il pose la question au sens où, mais théoriquement, tu n'as même pas le droit de planter une graine pendant la Shemitah, et quelque part, la Torah vient nous enseigner que quand tu es dans l'année de la Shemitah, bien que Rosh Hashanah est passé, tu dois attendre au moins jusqu'à Sukkot pour recommencer à planter. Jusque-là, tu n'as pas le droit. Donc c'est ce que veut nous dire ici le rabbi Zera pour Ravasi en lui donnant cette objection. Et donc il faut traiter notre année de Shemitah jusqu'à la fête de Sukkot. Ravasi avance une autre explication. Lo salka dartar, que ça ne te vienne pas à l'esprit. Pourquoi? Dirtiv. Alors, dirtiv, car il est écrit. Et la fête du ramassage à l'issue de l'année, Maï Asif. Très bonne question, tiens. Et la fête du ramassage. Vous savez que Chaga Asif, c'est la fête de Sukkot, en fait. Ok? Et que ce Raga Asif, elle vient juste à la sortie de l'année. Or, que veut dire Asif? Que veut dire ramassage? Ramassage dans le verset. Quand, dans le verset de la Torah, on parle de la fête de Sukkot, on a cité aussi l'idée de la fête du ramassage. Mais donc pose la question de Ravasi, il dit, mais qu'est-ce que c'est d'après toi Asif, Ravasi, Ravasif. Alors qu'est-ce que c'est que veut dire Asif? Que veut dire ramassage? Il est ma chag haba bisman asifa. Si tu dis que ce verset nous informe que la date de Sukkot est décrite comme une fête qui survient à l'époque du ramassage, la moisson. Irtiv be'os pecha, il est écrit, ce serait une redondance parce qu'il est déjà écrit plus loin, be'os pecha, quand tu ramasses, c'est-à-dire quand tu ramasses ce que tu as fait dans ton champ, c'est-à-dire ce qui a poussé dans le champ. Et là, ma'ai asif, mais plutôt, qu'est-ce que veut dire alors ramassage, ici, dans ce cas-là? Qu'est-ce que veut dire alors ramassage? Donc on voit qu'il y a une redondance du terme asif, be'os pecha, et asif c'est le même terme, c'est la même racine. Donc on voit que lorsque l'écriture, lorsque dans la Torah on te cite que lorsque tu vas ramasser, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Donc on parle ici de la récolte. Et plus tard on te dit, malgré tout, on rajoute quelque part que après l'année, et la fête de ce ramassage, donc à la sortie de l'année. Donc on voit qu'il y a une sorte de redondance. Et qu'est-ce que voudrait dire cette redondance? Donc qu'est-ce que veut dire le ramassage la deuxième fois? Il signifie moissonner, tout simplement. Donc ça indique que toute récolte mûre est prête à être moissonnée dès Sukkot, doit être assignée à l'année précédente. D'accord? Il le lit comme ça en fait le verset. Il dit, et cette fête de la moisson à la sortie de l'année. Ça veut dire quoi? Que ce que tu récoltes à Sukkot, c'est Tset Hashana, c'est ce qui sort de l'année, c'est ce qui est issu de l'année. Ça veut dire que ta moisson que tu es en train de faire n'est pas la moisson de la nouvelle année, mais la moisson de l'année précédente. Ok? Donc ça c'est ce que dit Rav Assi. Vekim lehu le Rabanan, bechol tevoa, shekitzra bechak, et les sages considèrent que toute récolte qui est mûre est prête à être moissonnée à la fête de Sukkot, Beyadoua shehevi'a shelish lifne Rosh Hashanah, et donc à coup sûr on atteint au moins le tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah. Vekar karela betzet Hashanah, et elle a donc Vekar karela, et voici qu'elle l'a appelé betzet Hashanah, ce qui s'appelle à l'issue de l'année. Donc c'est une moisson qui se fait à l'issue de cette année-ci, ça veut dire sous-entendu. Donc lorsque je fais Asif, je le fais à la sortie de cette année-là. Or, si je ramasse la récolte, on a déjà atteint, sûr et certain, voire moi j'avais dit 8, on est déjà à 8 dixièmes de sa maturité. Mais ça veut dire qu'on a au moins un tiers de la maturité de cette récolte. Et donc, quand tu récoltes à ce moment-là, à Sukkot, eh bien, on considérera, quoi qu'il arrive, que c'est ce qui sort de cette année-là. Et donc, cette récolte appartient à l'année qui vient de finir, et non pas à la nouvelle année. Puisque c'est ce qui sort à la sortie de l'année. Hein? Ouais, ok? Donc tout ce qui parvient au tiers de sa maturité, donc nous dit ici le commentaire, du coup, donc ça veut dire, en gros, moi j'ai toujours pas l'idée du tiers, mais au moins on a ici, en tout cas la preuve, que ce qui atteint une maturité, quoi qu'il arrive, clair et net, eh bien cette maturité,
elle vient à Rosh Hashanah. En fait, le tiers de la maturité, ici, il faut l'imaginer plutôt dans l'idée botanique, à savoir que, botaniquement parlant, le tiers de la maturité, c'est lorsque les graines sont viables, au fond. Elles sont viables, elles peuvent être consommées, elles ne sont pas très, très grosses, mais elles peuvent être consommées, elles peuvent être replantées. Donc, l'idée du tiers, en tout cas, il vient de là. Et donc, on discute finalement de savoir pourquoi est-ce que, au moins le tiers, en tout cas, est considéré appartenant à l'année précédente. Et là, c'est une preuve assez, finalement assez claire. La Gemara s'interroge sur le bien fondé de l'exposé de Ravasi. Alors, attendez. Moi, je viens de dire que c'était plutôt clair, et la Gemara nous dit que, est-ce que véritablement, il n'a pas un peu tiré par les cheveux Ravasi les choses là. Amar les Rabbi Yirmiya, les Rabbi Zera. Alors, Rabbi Yirmiya a dit à Rabbi Zera, Vekim lehu les Rabanan, ben shelish les pachot mi shelish. C'est ma question. Mais est-ce que les sages pouvaient déterminer la différence qui existe entre une plante au tiers et une plante en dessous du tiers, en deçà du tiers? En deçà, c'est en dessous, non? Ben non, c'est en deçà. Est-ce qu'ils étaient des experts en botanique au point de pouvoir affirmer avec certitude qu'une récolte, moi je vous donnais, je viens de donner une réponse botanique, et ce que dit la Gemara ici, en gros, elle pose la question, mais attends, la réponse que tu nous as donnée, c'est une réponse de botanique, de botaniste. Est-ce qu'on a affaire à des experts à ce point qui peuvent dire avec certitude que on ne peut pas être mûr, qu'une récolte ne peut pas être mûre à Sukkot à moins d'avoir atteint le tiers de la maturité à Rosh Hashanah? Donc voilà. Donc effectivement, moi je restais sur ma fin, effectivement. Donc on a eu raison de continuer sans trop se poser de questions, parce que c'est la question d'après qui vient tout de suite. D'où tu me sors que c'est le tiers, nous dit ici Rabbi Yirmiya à Rav Zera. Mais d'où il sait? Est-ce que véritablement il est expert en botanique pour me dire que quand je suis à Sukkot, eh bien c'est pile le tiers de la maturité qui a été terminé juste avant? Il n'y a pas un peu moins, un peu plus, enfin je sais pas comment tu me trouves que c'est ça. Alors Rabbi Zera conteste la recevabilité. Alors il te dit, Rabbi Zera, c'est pas une bonne question. Ah ben merci. N'empêche que j'ai posé la même question que Rabbi Yirmiya. Mais Rabbi Zera n'est pas d'accord. Je discute avec Rabbi Zera actuellement et Rabbi Zera me dit que non. Alors Rabbi Zera conteste. Amarle, il lui a dit, Lav amina lach lo tapik nafshach levar mehil chetam. Mais ne t'ai-je pas dit de ne pas t'extraire du cadre de la halacha? Oula! Kol midot rachamim kenhu. Toutes les mesures des sages, elles sont ainsi. Elles sont toutes fournies en termes précis. Le cadre de la halacha. Alors on va expliquer cette notion. Sans quoi toutes les mesures seraient dénuées de valeur. Et les sages ont évalué que cette quantité minimale d'eau dans laquelle un homme peut s'immerger en quoi? Quel rapport? Ok, j'ai lu au mauvais endroit. C'est-à-dire, ne dénigre pas les mesures données par les sages. Bon, donc ne t'ai-je pas dit de ne pas t'extraire du cadre de la halakha? Ça veut dire ne dénigre pas les mesures des sages. Donc première chose, il ne faut pas dénigrer la mesure que les sages y prennent. Et deuxième chose, toutes les mesures des sages sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, elles sont fournies en termes précis. Donc quelque part, oui, il y avait des experts en botanique. Et au fond, alors moi j'aurais expliqué ça autrement, parce que ici il explique, je ne t'ai-je pas dit de ne pas t'extraire du cadre de la halakha, ça voudrait dire que tu donnes, c'est une notion qui donne l'impression effectivement de dénigrer les sages. C'est ce que dit Rashi. Mais personnellement, c'est pas tout à fait, moi j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il dit. Il est plus en train de dire ici, quand tu fixes une halakha, tu as besoin de normes. Vous savez ce que c'est les normes? Même en France, aujourd'hui, on fait comme ça, en tout cas, beaucoup de pays. Il y a ce qu'on appelle des normes. La norme ISO, par exemple, c'est une norme dans le bâtiment ou dans tout un tas de domaines où on donne des mesures précises qui ne sont pas toujours logiques, au fond. Elles ont une bonne logique, mais c'est une norme. Et c'est vrai que selon les pays, la norme n'est pas toujours la même. Prenez par exemple la norme de la conduite. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en Angleterre, on conduit à gauche, alors qu'en France, on conduit à droite? Et dans tous les pays, quasiment, on conduit à droite. Mais un pays comme l'Angleterre et certains autres pays, très, très peu de pays, conduisent à gauche. À un moment donné, dans leur évolution, ils ont établi une norme. Ils ont dit là, c'est à gauche, là, c'est à droite. Maintenant, je vais vous dire, il y a des experts qui ont déterminé qu'en fait, la manière la plus sécurisée de conduire, c'était à gauche, pour un tas de raisons que je ne vais pas expliquer. Mais il y avait eu des experts
qui ont objectivement analysé les choses très scientifiquement, que finalement, la conduite à gauche était plus logique que la conduite à droite. Oui, c'est plus logique. Mais est-ce que pour autant tu vas changer la norme de tous les pays aujourd'hui qui ont adopté cette norme de conduire à droite? Il y a un cadre. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont fait la conduite à droite sont des idiots? C'est pas la question. Il ne faut pas sortir du cadre de la halakha. Il ne faut pas sortir du cadre de la loi. On est dans un système. Et quand tu établis un système, il y a des moments, tu prends des décisions qui sont liées au fonctionnement du système. Des fois, c'est parfaitement logique, ça va très bien. Des fois, c'est pas complètement logique, mais ça marche quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand il dit ici, ne t'ai-je pas dit de ne pas t'extraire de la halakha, quelque part, c'est pas qu'il lui dit de ne pas dénigrer, mais ça peut se rejoindre, mais c'est qu'il lui dit, ne sors pas de la halakha, ne sors pas du système. On est dans un système. Et les sages, toutes les mesures des sages sont ainsi, c'est-à-dire, on choisit des normes, et à partir de ces normes, tu peux te permettre d'établir des règles. Et ces règles pour permettre à la société d'avancer, d'évoluer et de continuer. Et donc c'est un petit peu cette idée-là, moi, que j'ai l'impression de lire. Bon. Alors par exemple, Rabbi Zera donne justement des exemples de normes, justement, où il dit, si tu veux t'amuser à remettre en question chaque détail dans certaines choses, parce que toutes les plantes ne poussent pas de la même vitesse, de toute façon, voilà, donc tu places un cadre en fait. Et ici, il va donner des exemples, justement, où quelque part on a mis une norme, même si cette norme n'est pas logique d'un point de vue mathématique. Toujours. C'est pas toujours logique. Mais c'est une norme. Et je le vois comme ça. Et donc c'est ce qu'il dit par norme, tu peux traduire par la halakha, au fond. C'est une façon de faire. Alors qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Rabbi Zera, donc qui a répondu ça à Ravasi, à Rabbi Yirmiya, sur ce que disait Ravasi. Alors, Be'arba'im Se'a, ou Tovel. On peut s'immerger dans un mikvé qui contient exactement 40 Se'a d'eau. Be'arba'im Se'a, Chaser. Kortov eno yachol litbol bahem. Mais on ne peut pas s'immerger dans un mikvé qui contient 40 Ca moins 1 Kortov. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'un Ca, il faut expliquer ce que c'est qu'un Kortov. En gros, les sages ont évalué une quantité minimale d'eau dans laquelle un homme peut s'immerger entièrement. Donc il faut une quantité minimale. Et maintenant, le Kortov, c'est une unité de mesure très petite qui est égale à 1,64 du log, qui lui-même est égal à 1 sur 24 du Ca. Ainsi, le Kortov représente 1 sur 1536 du Ca. Donc, ça veut dire quoi, hein? C'est vraiment, on parle d'une goutte d'eau. Le Kortov, c'est une goutte d'eau, pour vous donner une image. Hein? Donc, on parle d'un bassin. Alors, j'ai pas la mesure, ils n'ont pas donné l'équivalent en litres, probablement parce qu'un Ca, il va y avoir plusieurs avis qui donnent la quantité réelle d'un Ca, donc il a préféré ne pas rentrer là-dedans dans le commentaire. Mais bon, en gros, imaginez 40 Ca, c'est une mesure d'eau, et le Kortov de cette mesure-là d'eau, on te parle, c'est comme parler par exemple d'un kilo et on te dit on a enlevé 1 gramme. Hein, imaginez, c'est l'idée. Hein. Donc, mais on ne peut pas s'immerger dans un mikvé qui contient 40 Ca moins un Kortov, et un Kortov c'est une goutte d'eau que tu as retirée. Hein. On est d'accord? Kevetsa metame tumat ochalin, de même. Alors donc, bon, ça, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Il nous montre que, mais quand on enlève une goutte d'eau d'un endroit, d'un bassin qui contient 40 Ca, peu importe ce que vaut 40 Ca, c'est l'endroit où un homme peut s'immerger, et tu as enlevé une goutte d'eau, et on te dit, il n'est plus valable ce mikvé, tu ne peux pas plonger là-dedans, parce qu'il manque une goutte d'eau. Donc il lui dit, c'est absurde, mais c'est la règle. C'est absurde, mais c'est la norme. Si tu ne respectes pas la norme, tu es en dehors de la règle. Ne t'extrais pas de la halakha, c'est ça qu'il lui dit. Et il lui donne donc des exemples où, si tu veux contester, il y a 1000 tu peux contester ce système de normes qui consiste à établir donc une quantité, et il te dit, voilà, tu retires un chouïa de cette quantité, rien vraiment de cette quantité, l'endroit où on t'avait donné une mesure précise, elle n'est plus valable. Oui, elle est plus valable. Elle est plus valable même avec une goutte d'eau de moins. Oui, elle n'est plus valable. Et c'est difficile à admettre, c'est difficile à comprendre que
tu mets 40 CA, bon, peu importe, imaginez, je sais pas moi, imaginez un bassin, on va dire, allez, environ 20 litres, non, 20 litres, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est un CA? Je me rappelle pas, hein. Bon, vous avez compris, je pense, 40 CA. Bon, imaginez, je sais pas, une piscine, une petite piscine, l'équivalent de 3 baignoires de 2 mètres de profondeur, imaginez. Et voilà que quelqu'un, il retire l'équivalent d'un verre d'eau de cette petite piscine minuscule, comme ça, que tu retires, comme ça. Eh bien, c'est considéré comme un mikvé qui n'est pas valable. Mais il n'y a qu'un verre d'eau en moins, c'est rien du tout. Rien que je plonge, ça risque de déborder, le verre il risque de partir. Ah bah, si le verre il part, tu as enlevé un kortov, et ben c'est pas bon. D'accord? Donc c'est l'idée du cadre de l'halakha. Kebetsa mitame tum'at ochalin, kebetsa. Alors, kebetsa chaser, shum shum eno mitame tum'at ochalim. Alors, regardez ce qu'il dit. Bon, alors, j'ai du mal avec l'hébreu, là. Alors, regardez. La taille d'un œuf transmet la terouma relative aux aliments. Mais un aliment de la taille d'un œuf moins le volume d'une graine de sésame ne transmet pas la terouma relative aux aliments. Donc, alors, on va voir 2 secondes de quoi il s'agit. Un aliment devenu tamé ne communique de Touma à un autre objet que s'il a un volume égal ou supérieur à un œuf. Donc, il y a des objets, si tu les touches, ils transmettent leur Touma, transmettent leur impureté. Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui est allé au mikvé, je me suis rendu pur, et voilà que j'ai touché une sorte de, je sais pas moi, une pastèque qui était impure. Pour X raison, elle s'est rendue impure. Elle a poussé, par exemple, dans un cimetière, par exemple. Et je touche cette pastèque qui a poussé au-dessus d'un corps. D'accord, imaginez. A priori, la pastèque est rendue impure, ou la pastèque a touché un corps en décomposition. La pastèque est impure. Donc je touche cette pastèque. Je me suis rendu impur parce que j'ai touché la pastèque. La pastèque transmet son impureté. Donc ce qui dit la règle, alors je ne sais pas si c'est ça hein, exactement, mais en gros, il dit que un objet peut transmettre sa toum'a, sa impureté, à d'autres aliments. D'accord? Donc, un œuf peut transmettre la toum'a relative aux aliments. Donc, si on parle de toum'a des aliments, l'impureté d'un aliment, l'aliment peut prendre une impureté à cause d'un œuf qui était impur. Imaginez un œuf, par exemple, où il y a du sang à l'intérieur, c'est impur, donc il transmet son impureté. Maintenant, il dit que la taille d'un œuf, qui correspond environ à 60 grammes, si je me rappelle bien, que la taille d'un œuf, moins le volume d'une graine de sésame, ne transmettra pas sa toum'a. Et une graine de sésame, c'est rien. Vous vous rendez compte, c'est rien. Donc, tu pourrais très bien dire aussi, mais attends, les rabbins, c'est pas exagéré, mais tu vois bien qu'il y a une graine de sésame, ça n'enlève rien. Il dit pareil, donc c'est toujours le même raisonnement. C'est un cadre de halakha. Alors, si vous voulez, on peut faire juste une petite digression sur cette histoire. Est-ce qu'un aliment du volume inférieur est seulement privé de la propriété de communiquer la toum'a aux autres objets, ou de surcroît ne contacte pas lui-même de toum'a? Ne contracte pas lui-même de toum'a, c'est un autre problème. Alors, ok, donc c'est pas le sujet. Alors, quel le verset alors, il nous dit ici à propos donc de cette graine de sésame, quand tu l'enlèves, le verset enseigne les lois de la transmission de la toum'a aux aliments. Il déclare comme ça, il dit Mikol ha'ochel asher ye'achel, de toute nourriture consommable que tu auras consommée. De toute nourriture qui est consommable, dont tu consommeras, d'accord, de toute nourriture consommable, traduit comme ça. Le Torah de Kohanim discerne dans l'expression nourriture consommable l'enseignement que la plus petite quantité de nourriture susceptible de transmettre la toum'a correspond à la plus grande quantité qu'une personne peut avaler en une bouchée. Donc, quelle est la plus grande quantité que tu peux avaler en une bouchée? C'est l'idée d'un œuf. Les sages ont évalué que le gosier ne peut pas contenir plus que le volume d'un œuf en une seule gorgée, on parle, hein, un œuf de poule, de nourriture à la fois. Et il te dit, donc tu peux avaler un œuf entier, moins un sésame. Au-delà, si tu rajoutes un sésame, tu ne peux plus l'avaler. Il y a bien une limite à tout. Alors évidemment, chacun, ceux qui ont vu des concours de gens qui avalent des hamburgers ou je ne sais quoi, tu vois les bonhommes, on dirait que ce n'est pas des bouches, c'est des aspirateurs. Donc évidemment qu'on n'est pas tous égaux devant la capacité d'avaler les choses. Mais il y a un cadre de la halakha. Tu ne peux pas remettre en question en disant « Ouais, moi j'ai un cousin qui pouvait avaler 2 œufs. » Non, la Torah n'a pas parlé de ton cousin qui avale 2 œufs, il parle de la règle générale, de l'être humain en général.
Et même si tu as un autre cousin qui ne peut avaler qu'une olive, et au-delà de ça, il risque de s'étouffer, c'est son problème à lui, et l'autre, c'est son problème à l'autre. Mais le cadre général, c'est un œuf. Ça ne veut pas dire force-toi à avaler un œuf entier, mais en une fois en tout cas. Alors, shlosha al shlosha, mitamed midras, shlosha al shlosha, chaser nima, achat ena mitamed midras. Alors, il donne un autre exemple encore de cette idée que si tu veux remettre en question toute la halachot à cause des histoires de mesure, parce que c'est pas assez, on va dire, scientifique pour toi, t'as rien compris à la Torah. On est en train de fixer un cadre de loi, et dans le cadre de loi, c'est pas la science qui prévaut ici, c'est une règle pour tous qu'on établit de manière claire. Alors, quelle est la dernière exemple? Un tissu qui mesure 3 tfarim sur 3 tfarim contracte la toum'a du midras. Mais un tissu ne mesurant pas, qui mesure 3 tfarim sur 3 tfarim moins un fil ne contracte pas la toum'a du midras. De quoi il s'agit? Bon, il faut imaginer une sorte de tissu avec une certaine, mesure, on appellera les tfarim, pour ceux qui veulent savoir combien ça vaut, je ne me rappelle pas. La touma du midras, qu'est-ce que c'est? C'est la touma du piétinement. C'est la touma que contracte un objet lorsque repose sur lui le poids de certaines personnes tamées. Si vous avez des gens qui sont impurs pour une raison précise, par exemple une femme qui est nida, elle est dans son état d'impureté, un homme il a un état d'impureté pour d'autres raisons, etc. Eh bien, soit que imaginons que cette personne se soit assise sur cet objet, ou qu'il se soit allongé dessus, mise debout, appuyé dessus, le tissu en question contractera le midras, la toum'a de midras. C'est-à-dire, il a été écrasé, mideras, de ce qui était écrasé. Donc l'impureté de la personne qu'il a sur lui, il l'a transmis au tissu. Maintenant, les sages ont évalué qu'un morceau de tissu mesurant 3 tfarim sur 3 tfarim convient à la fonction de siège et est donc susceptible de contracter la touma. En gros, 3 tfarim sur 3 tfarim, c'est l'équivalent. Prenez une chaise et vous recouvrez cette chaise par un tissu. Si le tissu recouvre cette chaise et qu'on peut s'asseoir dessus, c'est environ 3 tfarim sur 3 tfarim à peu près. Maintenant, il te dit, tu as ce tissu, tu as mesuré 3 tfarim sur 3 tfarim et tu as retiré un fil, ça ne contractera pas la midras. Donc un petit tissu qui ne recouvre pas entièrement une chaise et quelqu'un s'assoit dessus n'aura pas contracté le midras. Tu mets un mouchoir, quelqu'un s'est assis dessus, il ne contractera pas le midras. Quelqu'un qui est impur s'assoit dessus, il ne contractera pas le midras. Mais si tu mets un tissu qui recouvre bien ta chaise et qu'il s'assoit dessus, là il y aura le midras. Il va contenir cette touma. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit là? En tout cas, on peut s'arrêter sur ça, à moins qu'on continue parce que Rabbi Yirmiya réagit encore. On va le lire parce que ça continue direct. Donc on voit que Rabbi Zera a mis les choses au clair. Il ne faut pas sortir du cadre de la halakha. On est en train d'établir des lois. On n'est pas en train de jouer aux mathématiciens et aux physiciens qui essayent de mesurer les choses, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de donner des lois pour que tout le monde ait un cadre. Rabbi Yirmiya, qui s'interrogeait sur l'attitude des sages à déterminer l'instant où une plante parvient au tiers de sa maturité, va se rétracter. Regardez ce que va dire donc Rabbi Yirmiya, donc ça valait le coup de le lire. Hari Amar Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya a dit ensuite, ce que j'ai dit, c'est rien. Lave milleta hi de amri. Fais comme si là c'est bon, fais comme si je t'ai rien dit. Allez, vas-y, d'accord, j'ai rien dit. J'imagine très bien la discussion. Mais pas du tout, c'était les lois, tu vois pas, t'as rien compris, c'est un cas. Bah allez, c'est bon, j'ai rien dit. C'est un petit peu ce que vient de dire Rabbi Yirmiya. Alors, on va quand même donner une démonstration, Rabbi Yirmiya. Est-ce que... Alors, on va faire la suite plus tard dans une autre vidéo. Parce que comme ça, je vous reprends cette discussion en rapide et ça ira plus vite. Et ce sera plus clair. Allez, à la prochaine.